Les gars, j'étais obligé de parler de ce classement, de score 90. Ils ont l'habitude de faire des classements pour le Ballon d'Or. Et là, ils nous sortent le classement au mois de mai. Le top 5 du Ballon d'Or, selon eux et selon beaucoup de personnes. Mohamed Salah en 5e position, Pedri en 4e position, Rafinha en 3e, Dembélé en 2e, Yamal en 1er. Moi, comme je l'ai répété dans ma vidéo, c'est du 50-50 selon moi Yamal, Dembélé. Le seul moyen pour Ousmane de passer devant, et c'est ce que je veux voir parce que je veux voir Ousmane Dembélé Ballon d'Or, c'est de remporter la Ligue des Champions. Sans même pour autant être décisif, il l'a été tout au cours de la saison. Il a en grande partie permis à Paris d'arriver en finale. Il a marqué en demi face à Arsenal. Il a marqué face à Liverpool. Le clou du spectacle, ce serait qu'il marque en finale face à l'Inter Milan. Et ça y est, le débat il sera clos. Moi, je vous le dis, il n'y aura pas de Coupe du Monde des clubs ou je ne sais quoi. Mais quand on se base sur ce qu'on a vu l'année dernière, parce que les critères du Ballon d'Or, ils sont à géométrie variable, comme vous le savez, ils changent chaque année. On disait que ouais, le football avait gagné. Rodri, il n'avait pas forcément de stats. Mais le simple fait qu'il ait remporté l'Euro et la Première Ligue, il n'avait même pas gagné la Ligue des Champions cette année, il a pris le Ballon d'Or. Ça veut dire que, partons du principe où on se base sur les critères de l'an passé. Rodri, il a réussi à prendre le Ballon d'Or sans gagner la Ligue des Champions. En gagnant certes une compétition majeure, mais sans être le joueur majeur de son équipe. C'était même pas le meilleur milieu. Je répète, ils veulent nous inventer un récit, c'est faux. Rodri, c'était pas le meilleur milieu de l'Espagne, frère. Pendant l'Euro, on a tous regardé l'Euro, bref. Donc quand on sait que Rodri a réussi à prendre le Ballon d'Or sans pour autant gagner la Ligue des Champions, ce serait pas déconnant de voir Lamine Yamal le remporter sans pour autant gagner la Ligue des Champions et de surcroît sans avoir des stats exceptionnelles, ce qui est le cas pour Dembélé. Vient rajouter un titre à ses stats, pour moi c'est terminé. C'est terminé, il y aura plus de débat, ce sera Dembélé, fin de l'histoire. Là, dans l'esprit, pour moi, c'est du 51-49, Dembélé. Parce qu'il arrive en finale à la Ligue des Champions, et il faut pas négliger. Il peut gagner absolument tous les titres avec le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, Dembélé est le grand favori du Ballon d'Or. Yamal, certes, il nous a ébloui cette année, mais je pense qu'il en faut quand même plus pour un attaquant. Dans le football de nos jours, il faut être beaucoup plus décisif que ce que Yamal est. C'est-à-dire qu'on regarde tous les matchs du Barça, on sait qu'il est exceptionnel, mais malheureusement, il marque pas assez. Maintenant, il faut marquer, frérot. Je dirais pas qu'il fait pas assez de passes décisives, il en fait énormément. Et c'est vrai que c'est numéro 9. En l'occurrence, Ferran Torres, Lewandowski, il liquide pas mal aussi. Mais comme je le répète, Yamal côté Barcelone, c'est pas le seul joueur qui nous a surpris. Et comme l'année dernière, à l'image du Real Madrid, je pense que les voix, elles vont se partager entre les trois. Parce que Pedri fait une saison exceptionnelle, c'est le meilleur milieu du monde. À un moment, on parlait de lui comme étant le Ballon d'Or. Rafinha, pareil. À un moment, on parlait de lui comme étant le Ballon d'Or. Et maintenant, c'est Yamal sur le rush. Les gars, ils vont se piéger comme le Real l'a fait. Et le Ballon d'Or sera Ousmane Dembélé. Du moins, c'est tout ce que je souhaite. Ce serait pas déconnant de voir un des deux gagner. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre, selon moi. Yamal, c'est le football, mais Dembélé, c'est le football, suivi des statistiques et des trophées. À vous de me donner vos avis en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Voilà enfin un classement assez objectif du Ballon d'Or 2025. Pour l'instant, on va se fixer sur le top 5. Je suis désolé, mes premières positions, je suis complètement d'accord. Yamal. Il y en a, ils vont me dire, il est pas en finale de Ligue des Champions. Je m'en contrefous. Le meilleur joueur du monde, c'est pas parce qu'il est pas en finale de Ligue des Champions que c'est pas le meilleur joueur du monde. Deuxième, Ousmane Dembélé. Alors lui aussi, il peut clairement le gagner. Surtout si tu rajoutes la finale de Ligue des Champions, c'est très bien que ça va impacter les votes. Troisième, Rafinha. Pour moi, c'est totalement objectif. Après les trois, ça dépend, tu les mets où. Quatrième, Pedri, objectif encore une fois. Cinquième, Mohamed Salah, pour moi, c'est pas volé. À la base, on le mettait premier, deuxième, il a perdu des places. Cinquième, c'est correct. Après, c'est là où ça va vraiment se taper entre certains joueurs. Donc, il y a Lautaro Martinez, il y a Donnarumma qui fait une sale saison. Mbappé, par contre, je suis désolé, certes, il a mis encore un triplé hier. Pour moi, je le mets plus bas. Barella 9e, Lewandowski 10e. Il y en a peut-être encore une fois, ils vont sous-coter ce poste-là, mais en milieu, Vitinha, je suis désolé, il a fait une meilleure saison qu'Mbappé pour moi, son poste. Achraf Hakimi aussi 17e, il est en finale de Ligue des Champions, il a gagné la Ligue 1, il a été impactant dans les matchs, il devrait être plus haut. Bellingham 18, Vinicius 19, Dumfries 20e. En quoi Vinicius a fait une meilleure saison que Dumfries, s'il vous plaît, je vous pose la question. Franchement, là, dans ce classement, il y a à peu près que le top 5 où je suis assez d'accord. Mais ensuite, le reste, c'est pas trop objectif, même s'il y a des places qui sont méritées. Lautaro Martinez, il peut finir clairement dans le top 10. Donnarumma, c'est top 10. Vitinha, pour moi, ça doit être top 10. Courtois aussi, ils l'ont oublié, mais pour moi, Courtois, il est clairement dans le top 30. Ah! Tiens. Et après, on va me dire, ouais, t'en fais trop avec Rafinha. Voici le classement des joueurs les plus décisifs si tu comptes passes des plus buts. C'est qui en première position, s'il vous plaît? Rafinha, 59 devant Mohamed Salah, 56 en 50 matchs. Derrière, Harry Kane, 49. Ousmane Dembélé, 46. Oh, Ousmane Dembélé devant Mbappé, hein. 44 pour Mbappé. Ensuite, là maintenant, si on prend que les buts, le meilleur buteur sur l'année, quand même, respect à lui, je crois qu'il a 36 ans. Robert Lewandowski, en 49 matchs, 40 buts. Devant Mbappé, qui a fait plus de matchs, 53 matchs, 39 buts. Ensuite, bon, on aura Harry Kane avec 37, Rafinha, 34. Et Rafinha, je le répète, mais 34 buts, vous vous rendez pas compte. Et ensuite, Mohamed Salah avec 33 buts. Et maintenant, si on compte les passes décisives, qui finit premier et deuxième?
Merci la zone. Rafinha 25 passes D, Yamal 24 passes D, Mohamed Salah 23 passes D, Olysée 20 passes D, Bruno Fernandes 20 passes D. Toute l'année, remontez les vidéos, j'ai parlé sur Rafinha toute l'année. Je vous ai dit, c'est le joueur le plus important cette année dans n'importe quel effectif. C'est le patron du Barça, le joueur clé de l'équipe. Dans n'importe quelle équipe, ce serait le patron. Il est totalement métamorphosé. Je sais pas ce qu'il mange au petit déjeuner, mais cette année, c'est un truc de fou. Même l'année dernière déjà, ça commençait déjà en Ligue des Champions quand on s'était fait éliminer par Paris. Il avait un regard, t'as l'impression qu'il voulait se venger la saison d'après. Et là, cette année, regardez-moi la masterclass qui sort. Écoutez les gars. Ah, c'est dingue. Carré le Real, ils ont 58% de chances de remporter la Liga. Nous, on n'a que 19%, l'Atlético 9%. Quel manque de respect. Cette probabilité, je vais la garder. On se donne rendez-vous en fin de saison. Les Madrilènes, c'est l'heure des intérêts. Où êtes-vous? On avait rendez-vous en fin de saison. Probabilité complètement faussée. Ils nous avaient mis 19% de chance de remporter la Liga. Pourquoi? Par rapport à l'arrivée d'un joueur Mbappé. C'est dingue le football. Hein. On vous a tapé sur 5 classicos. Le classico de pré-saison et les 4 classicos au sein de la saison même. Dont notamment 2 classicos en Liga qui vous ont coûté 6 points. Quand tu fais un calcul par rapport au classement, on a 7 points d'avance sur le Real. Finalement, là où ça s'est joué, c'est que même si on a été meilleur que vous sur l'ensemble de la saison, les confrontations directes ont eu un rôle très important. Maintenant, je pense que vous en avez appris des enseignements pour l'année prochaine et que vous allez plus venir mettre des probabilités faussées, parce que pour moi c'était quand même un gros manque de respect de nous mettre seulement 19% de chance de remporter la Liga, sachant qu'on se connaît très bien dans le championnat, on sait que c'est compliqué de remporter la Liga 2 années consécutives. Pour ceux qui n'ont pas la rêve de la célébration de Rafinha, imagine t'es tellement boosté que le Ops pense que tu t'es dopé. Depuis plusieurs semaines, le club est victime d'une campagne de diffamation sur les réseaux. Marca a invité un ancien médecin qui a travaillé avec le Real Madrid qui insinue clairement que les joueurs du Barça seraient dopés en raison des bandages qu'ils portent à la main. Hier, après avoir inscrit un doublé, Rafinha a ironiquement pointé son bandage lors de sa célébration en réponse directe à ces accusations. Je sais pas si vous avez remarqué pendant le match, mais durant ses 2 buts, il a montré le bandage. En mode, il a dit « Ouais, moi je suis dopé les gars. Ouais, je suis dopé, je suis fort et je suis dopé. Doublé dans votre gueule, je suis dopé de fou même si vous voulez. » En vrai, c'est limite drôle parce que face à eux, Rafinha, c'est 5 buts, 3 passes D. En 4 matchs, les gars. Et que cette saison, il est à 34 buts, 23 passes D. 57 de GA, il est à ça du 62 GA et vous vous rendez pas compte à quel point, les gars, c'est exceptionnel. En étant même le meilleur joueur en Ligue des Champions, le meilleur buteur et le meilleur passeur, il veut rien laisser. Et en plus de ça, il se fout de la gueule du Ops, les gars, que demander de plus. En tout cas, les gars, moi, j'ai hâte de la saison prochaine car il va recommencer à scorer et ça va refaire chier les gens. Ils vont raconter leur vie, qu'il est nul dans le jeu, blablabla. Parce que certains pensent qu'il fait juste une grosse saison et que c'est terminé. Il vous prouvera le contraire. Vous oubliez qu'il est dopé ou quoi? Dans mes commentaires, vous m'avez demandé de parler du cas de Christensen, mais en réalité, les gars, c'est un cas beaucoup plus complexe. Parce qu'au final, c'est Hansi Flick qui va devoir trancher. Nous savons tous très bien à quel point Christensen est archi sous-coté. Mais c'est un défenseur qui malheureusement n'est pas épargné par les blessures. Mais sinon, le niveau de Christensen, on le connaît tous. D'ailleurs, il a fait une superbe entrée pendant le classique. Cette action de Vinicius qui l'arrête, elle est simplement magnifique. Malgré le fait qu'il est beaucoup moins rapide. C'est uniquement de l'intelligence de jeu. Ce joueur colle parfaitement avec la tactique de Flick, il n'y a aucun doute. Mais au Barça, il y a quand même beaucoup de défenseurs. On commence par les 2 titulaires, Inigo, Cubarsí. Ensuite au banc, Monsieur X. Ensuite Eric Garcia, qui en plus est très utile parce qu'il peut jouer DC, latéral droit et dans le double pivot. Et pour finir, Christensen. Là où je dis que Flick va devoir trancher, c'est qu'il y a un des défenseurs entre Christensen et Monsieur X, ou Eric Garcia, qui partira. Eric Garcia qui devait partir en hiver, mais Flick l'a gardé et il a eu raison. Et là, le Barça pourrait même peut-être le prolonger. Christensen, on pensait tous qu'il allait partir cet été. Cette saison, il a quasiment pas joué. Mais en tout cas, il a déclaré qu'il aimerait rester au Barça. Monsieur X a prolongé jusqu'en 2031. Avec la façon dont les fans le critiquent et ses performances en LDC, il y aurait des doutes. En tout cas, sur le départ d'un défenseur, faudra pas faire d'erreur. Eric Garcia est correct défensivement, il est bon balle au pied, mais il est moins imposant et il est jeune. Christensen est très bon, archi sous-côté, mais il est vieux et se blesse beaucoup. Et Monsieur X, physiquement, c'est une bête, mais il est mauvais balle au pied. Mais en tout cas, je me demande le choix de la direction et de Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur certaines personnes, on s'ennuie. Hier, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'entrée de Christensen, franchement, elle m'a plu hier. On se rappelle tous de cette phase de jeu du Real Madrid où Vinicius part en contre-attaque, certainement pour donner à Mbappé dans l'axe, et qui fait le retour défensif Christensen. En plus du bon match qu'il fait, les gens veulent le départ d'Araujo, donc ça faciliterait justement le fait qu'on le garde l'année prochaine. Maintenant, il y a un point à prendre en compte, c'est les blessures. Et ça, c'est très important, surtout au niveau des centraux au Barça. Parce que pour maîtriser ce piège du hors-jeu, cette ligne défensive là, qui est très complexe, il te faut une régularité dans la saison. Il faut t'entendre à la fois avec Inigo et Cubarsí, que tu peux être amené à jouer avec l'un des deux au cours de la saison. Même s'il peut dépanner en 6. C'est vrai, il est polyvalent. Et donc pour l'instant, on exclut le fait que Jonathan Tah,
il puisse rejoindre le Barça. Ça nous fait actuellement 3 centraux au Barça. Parce que Eric Garcia, j'aimerais qu'on le laisse sur le couloir droit avec Jules Koundé. Il est très bon là-bas. Qu'on se focalise uniquement sur le côté gauche. Là, on a des lacunes offensivement et défensivement. Ça nous permettrait d'économiser sur une saison, donc aller chercher un ailier gauche et un latéral gauche, et de rester une saison complète avec Christensen, Koubarsi et Inigo. En plus de ça, son retour il tombe à pic. On sent que Koubarsi commence à faiblir, hein. 17 ans, titulaire indiscutable, ça fait beaucoup pour un gamin. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Christensen? Est-ce qu'on lui fait confiance sur une saison, ou est-ce qu'on va chercher un Jonathan Tah ou voilà un autre joueur qui pourra combler justement au départ d'Araujo? Le monde qui est contre nous, comme ça l'a été contre l'Inter. J'espère que la saison prochaine, là, vous allez vraiment avoir les reins solides. Hein. Parce que Bernal, la saison prochaine, les gars, avec un De Jong qui retrouve son prime, sa forme, qui est en parfaite santé, vous n'êtes pas prêts. Dans les matchs de rotation où il va faire les deux, je sais pas comment vous allez être contre nous. Au mi-tard, au milieu de terrain, ça va être compliqué de faire mieux. Hein. Déjà, quand vous dit que la génération 2007, elle est boostée au Barça, vous voulez pas écouter. Vous allez voir. En fait, je préférais en rire. Non, parce que mon De Jong, déjà, joyeux anniversaire à De Jong. Déjà, de 1, le capitaine, voilà. En janvier, on était arrivés, beaucoup dans l'appli sont arrivés, on a dit, attendez seulement. C'est psychologiquement parce qu'il s'est blessé 3 fois à la même cheville. On avait perdu Pedri et Baldé lors de ce match. Bref, horrible. Il est revenu. Ça a été compliqué, même s'il y a eu sa mi-temps contre le Real Madrid qui change tout avec sa passe clé pour Baldé pour Lewandowski. Il prend, il donne le penalty au Betis. Il essaie de revenir, pourtant on dit que c'est un nonchalant. Vous dites qu'il doit partir. Là, sur un but hors jeu, il doit quand même partir. Il a mis tout le monde d'accord lors de cette deuxième partie de saison, notamment en Ligue des Champions. Ça, c'est sa perf contre l'Inter. Les gars, vous réalisez pas comment il est suractif. Dans le dernier tiers, tout ça, il est trop important. Il a repris la place de Momitard, de Casado. Merci pour ces 3 mois, mais le patron est de retour. On a vu Pedri et Bernal, hein, même si ça a duré que 2 matchs, contre Vallecano et Bilbao. Malheureusement. Attendez, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. Il est complètement de retour au Barça. Regardez la passion, la grinta devant Bellingham. Attendez. Chesney plutôt chill d'habitude, qui n'a pas su cacher ses émotions cette fois-ci. En conférence de presse, il est venu évoquer son futur. Il a déclaré que le Barça lui a proposé 2 ans de contrat. Je trouve que c'est trop. Et qu'il doit discuter de cela avec sa famille. Un aspect que certains négligent dans la carrière d'un footballeur, c'est hyper important. Et il a dit qu'il allait en discuter avec sa femme parce que c'est elle qui prend le dernier mot. Quand t'as une vraie femme, effectivement, la plupart du temps, c'est elle qui a le dernier mot. En tout cas, Chesney était arrivé en bombe. Hein, la mère quoi, elle était rentrée grave vite, rappelez-vous. Et au final, ce que ça a donné, c'est qu'il a fini, je crois, à égalité avec Cruyff, en étant invaincu pendant plus de 23 matchs. Des records en Ligue des Champions, où en mode il fait 8 arrêts sans se prendre de but lors du 1-0 là-bas à 10 contre 11. Une perf qu'on n'avait pas vue depuis Ter Stegen. Et encore, contre Ter Stegen, il avait mangé son but contre Leverkusen. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu une perf comme ça d'un gardien au FC Barcelone en Ligue des Champions. Gardien chill, il a quasiment la moitié de ses matchs avec des clean sheets. Après, avec les buts qu'on se mange, certes, il est critiquable à juste titre. Sur certains aspects, on aurait aimé qu'il soit décisif en demi Ligue des Champions. Et là où c'est ingrat un peu, c'est que le problème, c'est que quand il y a un clean sheet, on met en avant que Chesney, alors qu'il y a l'effectif derrière, toute une défense, il y a tout un collectif qui a créé ce clean sheet-là. Et autant, pointer du doigt que Chesney quand on se mange des buts, c'est aussi ingrat, parce qu'il y a l'effectif aussi qui n'a pas forcément fait le taf en termes de pressing, de marquage sur corner, etc. Vous voyez? Surtout que pour Flick, hein, que dire de plus? Il en a mis 4, ils en ont mis 3, basta. En tout cas, fais le bon choix, mec. Mais avoir 2 gardiens trentenaires, non. C'est la pire séquence du Real Madrid que j'ai vue cette saison. Regardez comment on joue, comment on est désordonné. Regardez. Dani Ceballos et Kylian Mbappé qui se rendent dedans comme des débutants. Et au final, ça se termine en but. Regardez comment on est désordonné. Et après, c'est pour venir insulter le jeune Victor Munoz qui n'a rien demandé. Le gars, il est monté en équipe 1. Voilà, c'était son premier match face au FC Barcelone dans un classico où on est en train de se faire malaxer. À cause de la grosse occasion qu'il a ratée hier à la dernière minute, tout le monde lui est tombé dessus. Regardez ses commentaires, s'il vous plaît, sur Instagram. Ils sont tous allés l'insulter. Est-ce que c'est normal? Même si oui, je peux comprendre de voir un joueur rater une si grosse occasion dans un match aussi important. Mais les amis, là, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de Carlo Ancelotti. Comment toi, pendant toute la saison, t'as pas pensé à ce jeune gamin-là? Tu n'as pas pensé à le faire jouer dans des matchs moins importants. C'est au classico qu'on est en train de se faire taper. Tu penses à le faire rentrer dans un moment aussi, voilà, aussi tendu. Et quand le petit rate, c'est pour aller lui tomber dessus comme si c'était à cause de lui on avait perdu. C'est à cause de ça qu'on a perdu. Ça, c'est le résumé du Real Madrid cette saison. C'est le résumé de la saison du Real Madrid. Vivement l'arrivée de Xavi Alonso. Au moins, j'espère que lui, il va ramener un peu d'ordre. Voilà, l'ordre qu'il a mis au Bayern Leverkusen là. Il n'a qu'à ramener la même chose au Real Madrid. On en a besoin. Surtout les jeunes de la Castilla là qu'on voit une fois sur deux. Au moins, lui, il va réussir à les intégrer pour le long terme.